Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. La ville se trouve être un ensemble de modes d'expression de la société. Elle représente une mise en forme matérielle d'un code social et d'un certain mode de vie. Émile Durkheim notamment, donne à l'espace une signification particulière. Il est le reflet de l'activité humaine et donc des populations qui le façonnent par leur identité, par ce qu'elles sont. Il n'en est cependant pas une transcription totalement neutre. En tant que produit social, il est aussi partie intégrante de cette vie sociale, Durkheim 1899. L'espace est une matrice de la vie sociale. Il imprime la culture de la société et apparaît comme le reflet des identités et de culture des hommes qui l'occupent. La ville n'est pas seulement un fait géographique, économique ou technologique, elle est d'abord un fait socio-culturel. Les formes de l'habitat informent d'une société donnée. Cette projection dans l'espace de la société, ce lien interactif entre organisation sociale et organisation de l'espace a été maintes fois souligné. Coste 2015. Plusieurs travaux de recherche ont montré qu'il existe une interpénétration, une relation dialectique décrite en termes d'influence réciproque. Ces études ont cherché à explorer ce lien interactif entre l'espace et la société, entre la culture et les formes qu'elle produit et qu'elle occupe. Dans la continuité de ces travaux, nous avons proposé un travail d'analyse, de lecture-interprétation d'une société, d'une culture à travers sa forme spatiale et son cadre bâti. Dans la présente recherche, nous nous intéressons à la structure traditionnelle de type médina, qui représente une valeur patrimoniale indéniable, un centre historique, une mémoire collective, symbole d'une identité locale, voire nationale. Ville créée dans des circonstances historiques claires, sur un site vierge, Tunis devrait permettre de mettre en évidence certains phénomènes de formation des structures et des tissus urbains de type désordonné. Les arabo-musulmans comptent parmi les rares peuples ayant laissé autant de traces historiques à travers la multitude des villes ou médinas construites, à savoir les médinas de Tunis, Kairouan, Marrakech, Fès, Le Caire, Damas, Alep, Bagdad, la Casbah d'Alger, Tlemcen, etc. Aujourd'hui, la notion de patrimoine couvre un vaste domaine qui porte sur les éléments matériels et immatériels, trace qu'une communauté humaine qui a instauré au cours de son histoire avec son territoire et qui englobe l'ensemble des activités humaines, techniques, savoir-faire et traditions orales, littérature, musique, etc. S. Mazouz, 2011. C'est une notion en perpétuelle évolution, qui à chaque fois accueille de nouvelles dimensions historiques, archéologiques, environnementales, paysagères, géographiques et chronologiques. Aoudia Ben Ali 2008. L'évolution du concept de patrimoine impose désormais de prendre également en compte, à côté des formes traditionnelles, édifices architecturaux, objets, espaces naturels, l'environnement historique, sociétal et économique qui les a produits. Ce travail de recherche s'inscrit dans la continuité des recherches scientifiques qui se sont données comme objet la production architecturale traditionnelle des villes méditerranéennes, maghrébines ou arabo-musulmanes. Ces dernières, certes, sont diverses dans leur contexte géographique et historique. Elles ont néanmoins des traits réguliers et homogènes. Elles apparaissent souvent comme un labyrinthe. Des ruelles étroites et sinueuses, aux murs austères, entrelacent des édifices sans façade construits autour d'une cour intérieure. Du moins, c'est l'image qui en est véhiculée. Ce travail cherche à comprendre l'organisation cachée derrière le désordre apparent de la structure urbaine et architecturale des pays de la culture arabo-musulmane, et de manière plus particulière de la cité arabo-berbère musulmane maghrébine. Les villes et les médinas du Maghreb. Ainsi, nous démontrons que cette organisation fermée, désordonnée, aux voies tortueuses et compliquées en apparence, répond à d'autres principes régulateurs. État de l'art. Les médinas en général et la médina de Tunis en particulier ont fait l'objet de beaucoup d'études du point de vue des sciences sociales et humaines depuis quelques 3 siècles déjà. Mais aussi du point de vue des sciences spatiales proprement dites, qui elles ne datent que de 4 décennies. Toutes ces approches d'analyse et ces travaux de recherche ont fourni une base pour la compréhension de la médina, et ils ont produit des idées, hypothèses sur sa production, son histoire, sa géographie, sa population, ses activités et sur son organisation spatiale. Pour mener à bien cette étude,
Il serait impératif d'approfondir nos connaissances historiques et géographiques de la Médina de Tunis dans le but de repérer les moments clés de la formation et du développement de la Médina. Cette dernière a fait l'objet de nombreuses études par des chercheurs du monde entier, qui n'ont pas tous adopté les mêmes approches. Afin de choisir les regards les plus adéquats pour ce travail, il faudra passer en revue, examiner et présenter les différentes approches avancées par les recherches antérieures limitrophes à ce sujet. Tableau numéro 1. Tableau 1. Tableau synthétique de l'état de l'art des études faites sur la Médina de Tunis. Cette collecte d'informations et cette analyse des différentes approches sur la Médina de Tunis nous ont permis de dégager beaucoup d'approches qui convergent vers certains points et divergent sur d'autres, et sont réparties dans diverses disciplines. Notamment dans le domaine des sciences humaines, où les approches sont menées sur deux plans de recherche, d'une part sur le plan scientifique où les approches abordent la Médina comme objet d'étude et comme phénomène pragmatique, réalité matérielle et sensible, qui se sont réparties à leur tour dans diverses disciplines et surtout dans le domaine des sciences sociales, à savoir l'approche historique, géographique, anthropologique, sociologique, économique, psychologique, etc. À titre d'exemple, nous pouvons citer Sebag, Daoulatli, Saadawi, Loui, Traki, Abdelkafi, Marseille, Chevalier, etc. Et d'autre part, sur le plan esthétique et philosophique où les approches tentent de sonder les objets comme symboles et les rattacher à la conception de la beauté, à la vision symbolique du monde et à la démarche spirituelle, à savoir les approches symboliques, sémantiques, sémiotiques, poétiques, etc. Nous pouvons citer les études de Ben Moussa et Belkadi. Mais rares sont ceux qui se sont intéressés au domaine des sciences spatiales de la morphologie et la structure urbaine, et peu de travaux de recherche scientifique ont été menés sur le système urbain et architectural de la Médina, hormis quelques études à caractère scientifique, qui commencent à se multiplier depuis quelques années et qui ont abordé les approches structurales, typomorphologiques, architecturologiques, urbanistiques, patrimoniales, ambientales, etc. À savoir les études de Berardi, Douib, Bensin, Karoui, Revaux, Santélise, Abar, etc. Notre travail fait le point sur l'état du savoir sur la Médina de Tunis pour l'ensemble de ces deux groupements de disciplines et des sciences, du point de vue des sciences socio-humaines d'une part et du point de vue des sciences spatialogiques d'autre part. Nous constatons que la plupart des recherches présentées ci-dessus abordent la Médina par un seul axe de recherche, l'analyse par une seule approche, par le biais d'une seule méthode. Problématique. Notre travail porte en particulier sur le système architectural de la Médina de Tunis. Le choix de la ville de Tunis comme objet d'étude est basé d'une part, sur sa spécificité géographique et sa richesse historique, culturelle, politique, économique, touristique, etc. Et d'autre part, sur la particularité de son tissu urbain qui présente comme constante spécifique d'être à la fois un tout homogène dans sa globalité, et une juxtaposition de sous-ensembles présentant chacun cette même caractéristique. Chaque quartier est en quelque sorte une réduction de la ville dans sa globalité. Elle est un parfait exemple de l'apparente anarchie de la structure des villes traditionnelles, désordre de la forme et du plan. La Médina de Tunis a suscité l'intérêt de plusieurs travaux de recherche dans diverses disciplines, qui se sont multipliés depuis quelques décennies, aussi bien du point de vue des sciences anthroposociales, que des sciences spatialogiques. Malgré la profusion des études et des recherches pluridisciplinaires et architecturales sur la Médina, disposons-nous aujourd'hui d'une compréhension complète de son organisation urbaine et sociale ? Qui nous permet d'expliquer sa structure et rendre intelligible son système spatial ? Quels outils et quelles méthodes nous permettront une nouvelle lecture de la Médina ? Plus précisément, pourront-ils décoder dans cette structure ce qui serait le fruit d'une production spontanée ou d'un ordre réfléchi et pensé ? Voilà la question centrale de notre recherche. Réflexion méthodologique. La présente recherche s'inscrit dans le sillage des travaux consacrés à la Médina et à l'intention de repenser la question sur son système urbain et architectural. Pour cela, nous nous intéressons aux approches du domaine des sciences spatiales qui étudient la morphologie et la structure urbaine et en particulier aux approches qui étudient l'architecture comme objet de connaissance, c'est-à-dire à toutes les approches de l'architecturologie, parce que ces approches utilisent des méthodes spatiologiques que nous pouvons définir comme un domaine théorique et conceptuel.
Figure 1, choix de l'approche et des méthodes. Source Fandry 2015. Nous cherchons, dans ce travail consacré à saisir le mode d'organisation de la Médina de Tunis et la modélisation de son système urbain et architectural, à montrer aussi comment le regard des savoirs socio-humains peut éclairer ou expliquer, du moins aider à interpréter les résultats mis à jour par les méthodes spatiales. Peut-être qu'à l'interface entre le regard des sciences anthroposociales et des sciences spatiologiques, un modèle topologique serait-il pertinent pour la lecture-interprétation du modèle spatio-social de la Médina. En tout cas, notre effort sera dirigé vers cet objectif. Pour une meilleure compréhension du modèle urbain et spatial de la Médina de Tunis, nous nous sommes intéressés à converger les approches et les méthodes qui mettent en œuvre les relations spatiales entre les éléments architecturaux et urbains. Les méthodes qui répondent le plus à nos questions et par rapport à notre problématique, nos objectifs et notre corpus architectural et urbain sont les méthodes systémiques, structurales et syntaxiques. La méthode de l'architecturologie systémique, formulée par M. Dweeb en 2004, qui a essayé de produire un programme de recherche architecturologique en appliquant la théorie des holarchies et le mécanisme de décomposition par matrice d'incidence. A. Köstler, 1968, H. A. Simon, 1976, qui ont permis un découpage pertinent et significatif du mode d'appropriation du tissu et du système de L'. Habitation traditionnelle, en nolon et en système hiérarchique. Et pour recomposer et reconstituer, Dweeb a essayé d'appliquer le mécanisme de l'équilibration intra-inter et trans, proposé par J. Piaget et R. Garcia, 1989, alliant analyse et synthèse, décomposition et recomposition pour une méthode générative. Le modèle structural de l'enclos exclu proposé par R. Berardi a marqué l'histoire de l'architecture arabo-musulmane dans les années 1968 à 1969. Sa méthode relève de la théorie structurale par le procédé de découverte, puis de formalisation. Elle décrypte la Médina comme un système de signes, une structure qui se décompose en éléments discrets, groupes, organismes complexes, éléments de base pouvant faire l'objet d'opérations simples ou complexes formant des enclos élémentaires composés sur la base d'une hiérarchie strictement établie, en vue de découvrir sa structure absente ou cachée. La méthode de la syntaxe spatiale, initiée et diffusée en Tunisie par S. Mazouz en 2005, élaborée par Beillier en 1975, qui a conçu un ensemble de modèles et de techniques pour l'analyse des configurations spatiales, est essentiellement sociétale, englobe un ensemble de méthodes pour décrire quantitativement des organisations spatiales et leurs relations aux activités sociales. C'est une méthode morphologique qui d'une part étudie les liaisons syntaxiques entre les sous-espaces formant le système à étudier, qui nous permettent de caractériser les espaces et tout le système à travers des descriptions trouvées par des outils, des calculs, des graphes, des cartes axiales et des graphes d'analyse de visibilité VGA générés par des logiciels propres à la méthode, et des apostrophes. Autre part, elle nous permet de trouver des caractéristiques spatiales liées au comportement humain, intégration, ségrégation, contrôle, etc., de tous les espaces à l'échelle de l'urbain et de l'architectural. Notre travail de recherche propose de répondre à plusieurs questions. Comment la méthode permet-elle une nouvelle lecture du patrimoine spatial ? Aide-t-elle la production de connaissances, la compréhension et la conservation du patrimoine bâti, et ainsi renouveler la recherche sur le patrimoine spatial ? Comment l'objet d'étude patrimoine urbain, ici la Médina, permet-il de tester, d'expérimenter, d'éprouver et de valider la méthode tout en assurant une meilleure compréhension ? Il serait pertinent également de montrer comment le regard des savoirs socio-humains peut éclairer ou expliquer, du moins aider à interpréter les résultats mis à jour par les méthodes spatiales. Ces questions nous permettent de poser les prémices de notre première hypothèse. Nous supposons que le croisement des différentes méthodes de recherche sur le patrimoine urbain et architectural de la Médina de Tunis nous permet de comprendre et de dégager l'organisation cachée derrière le désordre apparent de la structure de la ville, dans sa dynamique, sa conception et sa production, et d'apporter un éclairage sur les rapports entre espaces bâtis qui relèvent des sciences de L', espaces et pratiques sociales qui relèvent des sciences de la société. Cette hypothèse nous amène à nous poser d'autres questions. Les trois méthodes d'analyse, structurale, systémique et syntaxique, pourront-elles expliciter, chacune pour sa part, l'organisation spatiale de la structure urbaine traditionnelle de la Médina de Tunis ?
Ces trois modèles d'analyse systémique, structurale et syntaxique convergent-ils ou divergent-ils sur certains points? Cette apparente anarchie ne cacherait-elle pas, par superposition, plusieurs ordres, physiques géométriques ou non, répondant à des logiques spatiales, sociales et culturelles différentes? La Médina de Tunis suit-elle des règles ou des modèles qui expliquent son organisation? Pour répondre à ces questions, plusieurs hypothèses découleront de la première. Nous supposons que 1. Les méthodes systémiques et structurales arrivent à expliquer la dynamique de formation et de transformation spatiale du tissu de la Médina de Tunis. 2. Les résultats des méthodes systémiques et syntaxiques sont similaires, l'une valide et confirme l'autre, alors que la syntaxe spatiale est une méthode scientifique qui s'appuie sur des outils numériques qui peuvent expliquer les matrices d'organisation. 3. Les trois méthodes s'avèrent complémentaires, l'une justifie et complète les résultats énoncés par les autres, et chacune d'entre elles ajoute des propriétés caractéristiques et morphologiques à l'espace urbain et architectural. 4. Leur confrontation permet de proposer un modèle explicatif de la dynamique de formation spatiale du tissu médinal, répondant aux notions de fermeture, d'enclos et d'intériorité. Le tissu urbain musulman constitue un réseau complexe de filtres, à commencer par les remparts de la ville, le labyrinthe des souks, les murs aveugles, jusqu'à l'entrée en chicane du port du voile lui-même par les femmes. Tezanad, 1984. Enfin, nous présenterons notre corpus d'études de la Médina de Tunis, situation, plans, photos, etc. à l'échelle de la ville, de l'îlot, de la rue, et des impasses et nous présenterons nos critères de choix. La confrontation des trois méthodes, systémique, structurale et syntaxique, montre comment elles saisissent les conformations visibles, les analysent et comment elles appellent les configurations socio-symboliques qui, elles, relèvent globalement du modèle culturel, en vue de les expliquer et de les interpréter. Nous avons essayé d'expliquer que la compréhension de l'organisation de la Médina nécessite des recours à des approches transdisciplinaires qui se présentent sous plusieurs facettes. L'une pragmatique et rationnelle, systémique et structurale et l'autre sociétale, symbolique, idéale et culturelle. Nous avons voulu par ce travail aborder la Médina suivant une approche transdisciplinaire spatiologique qui nous permettrait d'expliquer sa structure et rendre intelligible son système spatial et son rapport aux pratiques sociales, culturelles et aux représentations idéales. Nous proposons dans cette perspective une démarche de croisement des deux catégories de savoir socio-anthropologique d'un côté et morpho-spatiologique de l'autre, vers un modèle topologique à l'interface de la conformation, forme et de la configuration, culture. Nous proposons aussi un modèle cognitif de lecture-interprétation de l'espace médinal, qui répond à cette dualité identitaire. Nous nous sommes intéressés alors principalement à l'étude de la ville dans sa dynamique, sa conception et sa production, ainsi qu'aux rapports qui s'établissent entre espace bâti et pratiques sociales. L'étude de ces différentes dimensions de la ville exige une approche transdisciplinaire qui tente à comprendre les rapports d'interaction et de transformation qui existent entre les formes d'organisation de la société, morphologie sociale, et les formes d'aménagement des espaces habités, morphologie spatiale. Ce travail interroge les formes et interprétations possibles de cette interaction entre un lieu et son vécu en se proposant de saisir la complexité de l'espace et de sa multidimensionnalité, en ayant recours aux différentes théories et recherches spatiales, humaines et sociales qui ambitionnent d'analyser et comprendre l'espace. Afin de proposer un modèle explicatif de l'ordre spatial de la Médina de Tunis qui est déterminé par la réalité sociale, vécu, usage, pratique. Objectif. L'objectif général de cette étude vise à terme à promouvoir notre patrimoine, Médina, en ayant recours à de nouvelles méthodes de modélisation dans le but de comprendre puis de représenter et de conserver des connaissances. Objectif numéro 1. Notre premier objectif sera de présenter l'objet d'étude qui est la Médina de Tunis. Nous commencerons par présenter son contexte géographique et historique. Ensuite, nous décrirons la morphologie et la structure urbaine de la Médina et ses composantes, la Médina et ses faubourgs, les quartiers et leurs édifices, la maison à cour intérieure. Enfin, nous présenterons notre corpus d'études de la Médina de Tunis, situation, plans, photos, etc. à l'échelle de la ville, de l'îlot, de la rue et des impasses et nous présenterons nos critères de choix. Objectif numéro 2.
Le deuxième objectif sera de comprendre la structure urbaine et architecturale de la médina. Nous procéderons à une analyse, dont nous présenterons en premier lieu le modèle d'analyse, suivi de sa mise en œuvre et son expérimentation sur notre corpus d'études. Nous commencerons l'analyse par une décomposition systémique, qui nous permettra de définir et cerner notre choix de corpus à l'échelle de l'entité, avec lequel nous poursuivons l'analyse par les méthodes structurales et syntaxiques. Objectif numéro 3. Le troisième objectif sera de modéliser le système architectural de la médina de Tunis, et cela à travers l'analyse et l'interprétation du croisement des résultats de notre partie expérimentation. Nous essayerons à travers notre travail de 1. Dégager les règles et les logiques d'organisation de la médina de Tunis à travers la confrontation systémique structuro-syntaxique. 2. Montrer comment le regard des savoirs socio-humains peut éclairer, du moins nous aider à interpréter les résultats mis à jour par les méthodes spatiales. 3. Proposer un modèle cognitif de lecture-interprétation du système spatial de la médina, à l'interface de la conformation, forme et de la configuration, culture. 4. Systématiser la transmission du modèle à travers une méthode morphologique, structurale systémique enseignable. Objet d'étude. Le but de cette recherche est de produire une connaissance qui assure l'intelligibilité de l'organisation urbaine spatiale et sociale de la médina. Une médina, en arabe, désigne la partie ancienne d'une ville par opposition au quartier moderne de type européen. Ce terme est surtout employé dans les pays du Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Les médinas sont des villes qui ont été construites par les musulmans au Moyen Âge suivant un même plan. Des remparts délimitent l'espace urbain, et au centre de la ville se trouve généralement la grande mosquée entourée du quartier commercial, les souks. Pour la circulation, 2 grandes voies traversent la ville de part en part et de nombreuses ruelles se croisent et s'entrecroisent. Des ruelles parfois si étroites qu'on ne peut les emprunter qu'à pied ou à dos d'âne. Vues du ciel, les médinas ressemblent à l'intérieur des ruches des abeilles avec leurs innombrables alvéoles. Les maisons d'un même quartier, soudées les unes aux autres, enferment dans leurs murs des patios carrés ou rectangulaires, grands ou petits. Les palais côtoient les demeures modestes. Rues, ruelles, impasses forment un labyrinthe où il semble difficile de retrouver son chemin. Pourtant personne ne se perd dans une médina. Par les toits en terrasse, les enfants circulent de maison en maison et n'hésitent pas à sauter par-dessus les ruelles pour passer d'un quartier à un autre. Les souks couverts ressemblent à un énorme serpent qui se faufilerait dans la ville. Et le long cordon des murs aveugles des remparts n'est interrompu que par des portes qui étaient fermées, le soir venu, pour assurer la sécurité des citadins. La médina est découpée en quartiers. Chaque quartier possède un four à pain, une fontaine, un hammam, bain public, un koutab, école coranique, une mosquée, une zaouïa, tombeau d'un saint. L'îlot est l'unité de base du groupement de logements dans la médina. L'impasse autour de laquelle sont assemblées les maisons peut être comparée à un immeuble horizontal. Vu du ciel, les quartiers d'habitat de la médina apparaissent comme un tissu presque continu de toitures terrasses enduites à la chaux, percées de trous de forme presque carrée. Toutes les maisons sont en fait construites sur le même modèle. Les pièces entourent un espace central ouvert à ciel ouvert, cour ou jardin. Les maisons sont collées les unes aux autres par leurs murs mitoyens aveugles. On y accède par des ruelles étroites qui se glissent dans le parcellaire. Les murs qui bordent ces ruelles sont percés de portes de bois cloutées, et les rares fenêtres qui y sont percées n'éclairent souvent que des espaces secondaires, escaliers ou pièces de service. Les moucharabiés de bois permettent aux habitants de la maison de voir sans être vus. L'unité de base est le bâtiment à cour ou patio, utilisé indifféremment pour les maisons et les équipements publics qui, assemblés à d'autres bâtiments de même type, forment des îlots desservis par un réseau viaire hiérarchisé. Rue principale ou secondaire et impasse forment une trame urbaine. La largeur de la rue n'est pas uniforme. La perspective discontinue. On découvre le paysage urbain séquence par séquence en avançant dans les rues. L'espace central et découvert de la maison est appelé West Eddar. C'est par lui que toutes les pièces sont distribuées, par lui que tous les espaces sont éclairés. Centre de la vie domestique, c'est également le centre de composition de l'architecture. C'est le West Eddar,
sa taille, ses proportions et son décor qui représentent la maison, le propriétaire et sa famille, et en est la véritable façade. Dans un souci de géométrisation de l'espace, le centre sera marqué par une composition de revêtements plus précieux, marbre ou zélis entourant une fontaine. Le West-End d'art n'est pas l'espace résultant de l'addition de pièces orthogonales le long des murs mitoyens. Le West-End d'art est le premier élément tracé d'une demeure. Son plan est souvent orthogonal. Les imperfections du parcellaire sont rattrapées par les galeries ou les pièces secondaires, placards, cuisine, escaliers, couloirs, etc. La cour a été de tout temps l'un des éléments majeurs, souvent même le premier à recevoir le plus d'embellissements et de soins. La cour est aussi l'organe qui s'offre à l'admiration du visiteur. Les façades qui entourent le West-End d'art sont souvent identiques ou dessinées deux par deux de façon symétrique. Les origines de la maison à cour intérieure. Il est de coutume de voir la maison à cour intérieure comme un héritage des traditions grecques et romaines que l'islam aurait adopté, développé et répandu autour de la Méditerranée. Marseille, 1954. Pourtant, les fouilles effectuées au Proche-Orient ont révélé les plans de maisons à cour intérieure datant pour certaines du IVe millénaire, où la composition rigoureusement symétrique et la répartition axiale des pièces autour de l'espace central semblent déjà préfigurer le modèle musulman. Les civilisations urbaines naissantes en Mésopotamie ont vu se développer ce type d'habitat qui, tout en préservant l'intimité des familles, permet aux maisons de se coller les unes aux autres et profiter ainsi du maximum de surface des parcelles disponibles à l'intérieur des enceintes. Bien adaptée à un climat tempéré chaud, la maison à patio s'est développée autour de la Méditerranée. Adoptée et adaptée par les différentes civilisations qui s'y sont succédées, elle a été conjuguée de mille et une façons et il serait bien imprudent de prétendre démêler les chevaux des influences d'un modèle sur un autre. La maison à patio n'est pas l'unique modèle d'habitat autour de la Méditerranée. Quasiment abandonné en Grèce ou en Italie depuis l'Antiquité, il n'est pas non plus l'unique modèle d'habitat urbain musulman, que l'on pense aux maisons-tours de Sanaa au Yémen, ou à celles de Djeddah ou de Rosette dans le delta du Nil qui sont sans doute de tradition pré-islamique. Les maisons de Tunis, disait Wilbaud, sont sans doute le résultat d'un dosage entre les modèles d'habitats hellénistiques et romains adoptés à Carthage, les modèles importés d'Orient, et une part non déterminée de traditions indigènes et berbères. Notre étude portera sur la Médina de Tunis, cœur historique de Tunis, fondée en 698 autour du noyau initial de la mosquée Zitouna à l'emplacement d'un olivier. Elle développe son tissu urbain tout au long du Moyen-Âge, vers le nord et vers le sud, se divisant ainsi en une médina principale et en deux faubourgs au nord, Bab Souika, et au sud, Bab el-Jazira. Devenue capitale d'un puissant royaume à l'époque hafside, foyer religieux et intellectuel et grand centre économique ouvert sur le Proche-Orient, le Maghreb, l'Afrique et l'Europe. Localisation géographique de la Médina de Tunis. C'est au nord-est de la pointe extrême du continent africain, au bord du golfe de Tunis, que la Médina se situe. Jouxtant la ville ancestrale de Carthage, cette cité est née à une époque refoulée, au carrefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur la bande de terre étroite frontalière aux étangs El Bira, lac, d'un côté et celle de Sidjoumi de l'autre. Cette géolocalisation stratégique fera le bonheur des chefs militaires veillant sur la protection de la ville des agressions des armées adversaires. Érigée sur la colline de la Kasbah, Tunis était inaccessible, du côté est comme du côté ouest, grâce aux deux étangs préalablement cités. De plus, du côté nord, elle était protégée par les collines de la Rabta, de Ra et Tabia, Djebel Lamar. Tandis que du côté sud, elle était défendue par les montagnes de Sidi Bel Hassen, Boukornine, ainsi que Djebel et Rassa. En revanche, ces caractères défensifs seront postérieurement un handicap quant à l'extension urbaine de la ville et son accroissement. Tunis s'est étalée dès l'Antiquité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.